Des armes nucléaires russes aux portes de l'Europe. Le New York Times révèle des images satellites qui montreraient que la Russie construit des installations en Biélorussie pour y abriter des ogives nucléaires. Écoutez cet échange entre Vladimir Poutine et le président biélorusse Loukachenko. Étant donné que des armes nucléaires non stratégiques sont stationnées sur le territoire de la Biélorussie, nous avons cette fois-ci invité nos amis, nos alliés, le président de la Biélorussie l'a demandé, à participer à l'une de nos étapes de cet exercice. Nous le faisons régulièrement. Cette fois-ci, l'exercice se déroule en 3 étapes. Lors de la 2e étape, les collègues biélorusses se joindront à nos actions communes. Les instructions correspondantes ont été données au ministère de la Défense et aux états-majors de nos armées, une tâche pour l'entraînement commun. Nous avons passé la première étape séparément pour ainsi dire, mais nous avons décidé hier de synchroniser et de mener les 2e et 3e étapes ensemble. Vladimir Poutine a souligné à juste titre que ce n'était pas la première fois. C'est notre 3e exercice. Il y en a probablement eu des dizaines en Russie, donc nous les synchronisons et les états-majors ont déjà, comme l'a dit le ministre russe de la Défense, commencé à appliquer ces instructions. Il n'y a donc rien d'inhabituel, il s'agit d'un travail planifié. Synchronisation des exercices nucléaires, déplacement des armes nucléaires hors du territoire russe. Ce serait une première depuis la chute de l'Union soviétique. Lydie, expliquez-nous ce que révèle précisément cette enquête. Alors c'est donc une installation d'armes nucléaires tactiques russes qui serait située en Biélorussie. On va le voir près de la ville d'Ossipovitchi où se trouve déjà une base militaire depuis l'époque soviétique. Nous sommes à 180 km au nord de la frontière ukrainienne. Alors on va les voir justement ces images satellites, la construction de ce site de stockage d'ogives nucléaires qui a débuté toujours selon le New York Times depuis le mois de mars 2023, c'est-à-dire il y a plus d'1 an. Il est situé dans la même ville que les missiles biélorusses Iskander, missiles que la Russie a donné à la Biélorussie il y a 2 ans. Alors comment peut-on affirmer qu'il s'agit bien d'un site de stockage ? Eh bien parce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques que ce type d'installation en Russie. Il y a tout d'abord une zone de sécurité, vous le voyez, entourée de 3 couches distinctes de sécurité, de clôture, et puis cela en plus du périmètre de sécurité qui existait déjà sur cette base. Autre signe révélateur, vous le voyez au centre de l'image, on a la présence d'une zone de chargement couverte, reliée à un bunker souterrain qui date là aussi de l'ère soviétique. Et puis pour protéger ce site, il y a également un système de défense anti-aérienne qui a été déployé sur place. Lydie, est-ce que ça représente une menace directe pour l'Ukraine ? Alors pour As Christensen, il est de la Fédération des scientifiques américains, cité par le New York Times. Il nous dit que les installations en Biélorussie semblent être conçues pour déstabiliser les États membres de l'OTAN les plus à l'Est, mais ne donneront pas à la Russie un nouvel avantage militaire significatif dans la région. Mais ce qu'il nous apprend en revanche, c'est que la construction de nouvelles structures a commencé au sein de ce site. Il nous dit que les détails n'ont pas encore été déterminés, mais la construction a clairement atteint une nouvelle étape. Alors on le sait, les armes tactiques russes sont bel et bien situées sur le territoire biélorusse. On a Moscou et Minsk qui ont passé un accord en ce sens. Les armes tactiques qui ont une portée jusqu'à 300 km. En tout cas, le programme nucléaire russe étant par définition secret, il est possible d'envisager d'autres endroits en Biélorussie où, comme sur ce site, il pourra avoir des ogives nucléaires russes. Merci beaucoup Lydie pour ces informations révélées par le New York Times. Général, quel est le but de Poutine à travers une telle manœuvre ? Il y a plusieurs niveaux. Le niveau politique, c'est évidemment l'installation d'armes nucléaires en dehors de la Fédération de Russie. C'est une manière de répondre à l'OTAN, puisqu'il y a des armes américaines qui sont stationnées dans des pays européens appartenant à l'OTAN. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est important parce que c'est la première fois que ça se fait depuis la chute de l'URSS. C'est quand même un événement majeur. Deuxième, au point de vue de la purement tactique, c'est plus vous rapprochez vos unités de frappe de la frontière, plus le temps de parcours pour atteindre votre voisin menaçant ou que vous voulez menacer est court. Donc ça a des avantages. Ça a aussi, au plan stratégique, un avantage et un inconvénient. Un avantage pour eux parce que il met en place des secteurs ultra sensibles à l'extérieur,
Ce qui veut dire que si on menace la Biélorussie, on menace ces secteurs ultrasensibles nucléaires russes en Biélorussie. Donc, d'une certaine façon, il augmente la protection de la Biélorussie. Moi, c'est ce qu'il peut penser. Pour l'OTAN, alors vu de l'autre côté, pour l'OTAN, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'on dit que c'est des ogives nucléaires tactiques. Mais en fait, comme on est dans ce discours, ce dialogue stratégie nucléaire, et nous considérons qu'il n'y a plus d'armes nucléaires tactiques. S'il y en avait, même s'il y a des armes stratégiques qui sont de moindre puissance. On dirait, c'est très jésuite. Si les jésuites avaient été là, peut-être qu'ils donneraient des définitions encore plus simples de ce qu'on peut dire sur le dialogue nucléaire. Mais, si vous voulez, il y a aussi cette vision que les Russes prennent l'initiative dans ce domaine-là en sortant leurs armes nucléaires, en nous les agitant régulièrement sous le nez. Ça ne représente pas véritablement, ça ne change pas globalement l'équilibre stratégique. Mais évidemment, ça montre aussi qu'on ne pourrait pas mener, si d'aventure il y avait des mesures de rétorsion prises dans un cadre bien particulier, dans l'espace biélorusse, on ne pourrait pas aller n'importe où. C'est-à-dire que là encore, ces zones-là, à partir du moment où vous mettez des armes nucléaires, deviennent des secteurs de haute valeur. Et donc toucher à des secteurs de haute valeur amène justement un enchaînement possible dans le dialogue nucléaire. Sylvie Berman. Oui, d'abord ça a été annoncé il y a déjà longtemps, donc c'est pas une surprise, même si effectivement le New York Times révèle l'emplacement. C'est effectivement une première depuis la chute de l'Union soviétique. Cela dit, en 1999, la Biélorussie et la Russie ont signé un accord d'union, donc qui peut en faire un seul et unique pays. Et par ailleurs, je pense que ça a surtout un effet démonstratif. Il faut bien, à chaque fois que Vladimir Poutine menace, enfin sans réellement menacer, mais mentionne les armes nucléaires, il faut qu'à chaque fois, il y ait du nouveau qui apporte de l'eau à son moulin. C'est une menace qui se précise, qui se confirme, Emmanuel Véron? Non, c'est pas complètement neuf, et ça vient d'être précisé. Non, en revanche, ça montre bien l'intention de Vladimir Poutine d'articuler la Biélorussie à la Fédération de Russie, stratégico-politiquement, si je puis dire. C'est-à-dire que en ayant ce type de déploiement, on déplace des ogives, mais pas uniquement. Il y a des équipes, il y a des ingénieurs, il y a de la logistique, il y a de la sécurité sur les sites eux-mêmes, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement qui est assez significatif de matériel, de personnel et de logistique. Donc ce n'est pas rien. Et dans un pays qui n'est pas la Fédération de Russie, par définition, sur le droit international. Donc on voit bien ici la poursuite en fait, de l'intention de Poutine d'arrimer la Biélorussie dans son dessein plus large, qui là en l'occurrence se traduit par l'agression et la guerre en Ukraine, mais qui est fondamentalement de créer une logique de bloc et de revenir à un script un peu soviétique en fait. Comment vous l'interprétez, Alexandre Lavue? Oui, tout à fait, c'est une forme de féodalisme même, parce que le Lukashenko, il est complètement dépendant de Vladimir Poutine depuis 2020, depuis les protestes, des manifestations, une révolution qui n'a pas abouti à rien à Minsk, en Biélorussie. Il est complètement dépendant et je pense que ce déplacement des armes, c'est aussi une façon de montrer à Vladimir Poutine que je vous sers, je suis fidèle et vous pouvez compter sur moi. Et une façon pour Poutine d'affirmer encore une fois le fait que Biélorussie est un pays qui est sur le même bateau avec la Russie. Il n'y a pas de chemin pour en sortir. Certains pensent que l'apocalypse nucléaire est inévitable dans un affrontement avec l'OTAN qui paraissait impensable il y a encore quelques années et qui n'est plus improbable aujourd'hui. Vous m'inviterez le jour d'après ? Si on est encore là. Non, si vous voulez, l'apocalypse, c'est effectivement par définition la fin. Est-ce que la fin est certaine ? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que ça sera à travers une apocalypse nucléaire ? Je n'en sais rien non plus.
Ce qui est le but justement de cet équilibre nucléaire, c'est quand même d'éviter les grandes guerres d'agression. Les grandes guerres d'agression. Ça ne veut pas dire que ça peut nous éviter tous les conflits de niveau moindre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Les rébellions, par exemple, ou les franchissements de frontières, ou des attaques qui sont très importantes, mais pas massives. Vous savez, le langage diplomatique, le langage de la stratégie militaire est très riche. Alors, ça permet aux politiques d'y puiser ce qu'ils souhaitent, de façon à, justement, mesurer aussi ses objectifs en fonction, évidemment, du but qui s'est choisi, et puis de ses moyens. On est toujours dans la même logique. Quel est le but de l'un ou de l'autre, et quels sont ses moyens? À partir de là, des gens qui raisonnent déterminent une stratégie. Sur l'apocalypse nucléaire, le but quand même, c'est d'éviter la troisième guerre mondiale. C'est ça le but initial. Alors il y a eu des grandes discussions. Vous vous souvenez du film Oppenheimer qui est sorti, et du dialogue avec le professeur Teller, qui est aussi une sommité dans le domaine. Et c'était la discussion entre la bombe A et la bombe H. Le professeur Oppenheimer, il estimait que la bombe A suffisait largement. Il avait vu les effets à Hiroshima, à Nagasaki. Et puis, il considérait que finalement, si on partageait ce savoir avec les soviétiques, finalement, on arriverait à un équilibre qui limiterait l'emploi. Le professeur Teller, lui, considérait qu'il fallait que les Américains gardent une suprématie. Donc, il a poussé, lui, vers la bombe H, une bombe atomique beaucoup plus puissante. Les Russes ont accroché le wagon et sont allés au même niveau. Et ensuite, on est venu dans ce dialogue nucléaire à savoir celui qui est le plus efficace. Grosso modo, avoir des capacités à envoyer des bombes qui ne soient pas arrêtées, ou on envoie suffisamment pour que l'autre ne puisse pas les arrêter. Donc on est toujours dans cette... Et c'est toujours le cas, hein. C'est toujours le cas. Le but des pays dotés, alors il y en a qui sont richement dotés, puis il y en a d'autres qui sont moins richement dotés. Nous, on fait partie des pays correctement dotés. Et donc, c'est pour ça qu'on investit dans la loi de programmation militaire, on investit un quart des dépenses militaires passe dans la dissuasion, pour que notre dissuasion reste crédible. C'est-à-dire que la parole qui est accrochée au discours de la dissuasion reste crédible. L'apocalypse nucléaire, c'est l'échec de tout. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, les hommes politiques n'arrivent plus à se parler, donc de l'importance de se parler, et puis il y en a un qui considère que l'autre n'est pas crédible. C'est comme depuis le début des temps, au début des affrontements des hommes, c'est toujours un problème de rapport de force, c'est de savoir comment on juge l'autre. Alexandre et Darius, le Perse, étaient déjà dans cet équilibre de réflexion. Pourtant, Darius pensait être nettement plus fort qu'Alexandre. Et donc là, on a vu Alexandre qui va prendre le dessus, parce qu'il avait quelque chose de plus que Darius. Donc là, dans le problème de l'apocalypse militaire, non, je n'y crois pas, mais si je me trompe, personne ne pourra me dire que je m'étais trompé.